réussir la révolution, c'est aussi réussir l'économique. Je vois que vous en parlez demain, et je voudrais m'excuser auprès des organisateurs. Il fallait coûte que coûte trouver de l'argent pour finir l'année, et nous étions en conseil des ministres pendant 5 heures. C'est bien la révolution, mais 3 ans de révolution, ça coûte. Et réellement, peut-être, j'aimerais assister demain, si j'ai le temps, à vos débats sur l'ouverture, mais c'est exactement un des axes. Réussir la révolution, c'est aussi réussir la transition économique, la démocratie en termes économiques que nous voulons tous. Alors, je m'excuse encore, c'était réellement une réunion organisée à la dernière minute, et c'est pour ça que je ne suis pas venu ce matin. Donc, chers amis, chers invités, mesdames et messieurs, je suis vraiment très honoré d'ouvrir, de clôturer cette séance. Et je voudrais remercier le professeur Jeddi et le professeur Zribi pour cette initiative. L'association tunisienne de psychiatres de libre pratique. Alors pourquoi les psychiatres organisent des réunions sur ces sujets? S'en fout. Je crois que c'est parce que c'est les médecins dans la cité et dans un concept qui malheureusement nous a disparu dans notre culture et dans nos traditions, tellement le médecin est devenu un technicien de la santé. Donc je ne peux que vous remercier et louer vos efforts pour cette organisation. De plus est, dans la Bibliothèque nationale, un endroit plein de sens. Je voudrais aussi dire combien je suis heureux de voir des amis de la Tunisie, on peut vous appeler comme ça, du Canada, des États-Unis, de France et de nombreux pays marocains qui viennent enrichir ces débats algériens. Oui, les Algériens, c'est des Tunisiens. Donc, moi, je suis à moitié algérien, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour traiter de ce thème, et sincèrement, c'est à dire, Sofiane, chers amis, monsieur le député, qui avait tant combattu pour que cette constitution prenne cet aspect, j'ai été heureux d'entendre les derniers moments de débat sur l'universalité de certaines valeurs et de diversité culturelle. C'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai organisé une réunion de 3 jours il y a quelques années là-dessus. C'était dans le cadre du comité d'éthique. Et on avait constaté que aussi bien les gens de droite que de gauche défendaient ces valeurs spécifiques pour justement imposer une opinion, parfois au détriment des valeurs universelles. Alors j'ai entendu le professeur Rousseau, je crois, parler de certaines valeurs universelles. Et c'est le combat, moi je ne suis pas un politicien, je suis qu'un simple médecin, mais c'est le combat que nous avons eu à l'Assemblée nationale, que ce soit Ayad Ben Achour, je ne sais pas si vous connaissez, je ne l'ai jamais vu en colère. Et il était quasiment dans sa voiture et il appelait toutes les radios quand on a voté l'article sur l'enseignement. Et il en a fait une affaire personnelle sur les plateaux de télévision pour défendre les valeurs universelles, justement. Et que ça soit inscrit dans l'enseignement, l'obligation d'enseigner les valeurs universelles. C'est un combat essentiel que nous venons de mener. Et parmi ces valeurs universelles, c'est l'égalité des genres entre hommes et femmes, la dignité humaine, la liberté, la démocratie. Et justement, ceux qui veulent porter atteinte à ces valeurs universelles nous mettent en avant les diversités culturelles. Alors, M. Bigot a dit
je veux déverrouiller et verrouiller en même temps. Ça aussi, mais on peut comprendre aussi la crainte des gens sur l'invasion culturelle, l'uniformisation de la culture. Et c'est un débat passionnant que nous avons eu justement au sein de notre Assemblée nationale et que nous avons suivi en filigrane, parce que c'était ça le vrai débat. Et malheureusement, Sifad, ce que nous avons vécu, je me permets d'intervenir dans votre débat, c'est le petit peuple, justement, qui s'accrochait à nos traditions, et s'appelait comme discours. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas passé au référendum, parce que vous saviez que vous alliez perdre si on avait un référendum. C'est évident. Donc, et c'est pas tout dans le monde pareil. C'est pas spécifique à la Tunisie. Donc, là, on rejoint le débat. Est-ce que c'est l'élite? C'est pas elle qui a fait la révolution, mais c'est elle qui l'a conduit. L'élite, entre guillemets, avec le reste. L'élite qui a imposé une vision, contraire peut-être à ce que souhaitaient les gens. Et je dirais, moi je suis un militant pour l'abolition de la peine de mort, mais nous sommes combien? Il y a des valeurs comme ça, il y a des idées où réellement, mais bon, encore une fois, je ne suis qu'un simple médecin, et donc vous êtes réellement au cœur du débat de la société, au cœur du débat de que notre société vit, et j'aimerais réellement vous remercier et vous dire que ce sujet, savoir, pouvoir, transition démocratique, est un sujet qui est vraiment très important. Je ne sais pas si vous enregistrez tous vos débats, mais il faudrait les mettre, parce que malheureusement l'assistance n'est pas, mais elle est de qualité, mais réellement je pense que sincèrement tout le monde gagnerait à écouter ces débats, et c'est un enrichissement. Personnellement, la demi-heure que j'ai passée ici m'a interpellé à plus d'un niveau. Alors je voudrais dire à M. Rousseau, je crois, tellement dans les fictions, la différence entre les fictions et la vraie vie, c'est que dans la fiction, on sait quand les choses commencent, et dans la vraie vie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle commence. Quand est-ce qu'a commencé la révolution tunisienne? Je ne sais pas, peut-être en 87, je ne sais rien. Et dans les fictions, c'est facile, on sait quand ça commence. Alors, vous avez peut-être commencé aujourd'hui, si je veux, un vrai processus de pensée et réellement d'analyser ce que nous vivons et de le mettre sur la table. Voilà. Je ne veux pas être lent, je dois réellement à nouveau vous renouveler mes remerciements et mes félicitations. Peut-être que, encore une fois, ce qui m'interpelle personnellement, c'est encore une fois ce que je viens de vivre pendant 5 heures. Nous sommes dans un pays où la productivité a décliné de façon très importante, où on a engagé pour résorber le chômage des milliers, des dizaines de milliers d'inemployés, parfois pour résoudre des problèmes sociaux, où il y a des nouvelles fortunes qui se constituent parce que cet affaiblissement de l'État favorise malheureusement les gens qui n'ont pas de scrupules. Et donc, du coup, l'État ne perçoit plus les taxes, et dans un environnement international compétitif, nous avons été lésés quelque part parce que les États ne se font pas de cadeaux, vous le savez bien, et nos compétiteurs nous ont pris nos parts de marché. Donc, du coup, faire une révolution, c'est extraordinaire, mais ça a un coût économique que tout le monde connaît, que vous connaissez. Mais jusqu'à quand la Tunisie peut-elle supporter ce coût économique? C'est toute la question. Voilà, je vous remercie. Et... Mes chers amis, je vais me permettre de faire une présentation un petit peu de l'esprit de ce symposium. Et je vais
le faire en partant du pacte du chameau tel qu'il a été défini par Jacques Lacan. En effet, pour expliciter le symbole dans le sens symbolique, c'est-à-dire différencier du symbole de l'ordre de l'iconologique, de Suwar al-Mahsous de Turquie ou Suwar al-Mahsous d'Averroès, dans le sens du symbolisme, Jacques Lacan a eu recours à une parabole puisée dans le front mémorial arabe, qu'il avait dénommé le pacte du chameau. Un vieil arabe, pressentant sa mort prochaine, réunit ses 3 fils et leur a recommandé de répartir son legs de 11 chameaux comme suit. Vous êtes mes fils, leur dit-il, je connais vos besoins. Toi l'aîné, tu prendras la moitié du lait. Toi le plus aîné, tu prendras le quart. Quant à toi, le benjamin, tu prendras le 6e. Après la mort du père, les 3 frères étaient prêts à entrer dans le conflit et la violence du fait de l'impossibilité de résoudre cette équation. Ils étaient prêts en cela à évoluer sur le mode de la horde des frères, si cher à René Lafort, lorsqu'enfin ils décidèrent d'avoir recours au cadi local, à représentant de la justice locale. Après un moment de réflexion, le cadi leur dit: prenez donc ce chameau qui est là sous ma tente, je vous le donne. Ajoutez-les donc à votre patrimoine. Si Dieu le veut, vous me rendrez plus vite que vous le penserez. Que vous le pensez. Et ainsi l'aîné fut heureux de prendre 6 chameaux, le second 3 chameaux, et le benjamin 2 chameaux. Ce qui fait 6 plus 3 plus 2, en tout 11 chameaux, c'est-à-dire l'équivalent des chameaux, c'est-à-dire le nombre de chameaux légués par le papa. Et il restait donc le 12e chameau. C'est, dit Lacan, c'est justement le chameau symbolique. Il est tout à la fois celui qui est inutile et celui qui est indispensable. À travers ce pacte du chameau, en plus du symbolique en tant que support dynamique du lien entre le réel et l'imaginaire, symbolique ou intellectuel, il s'avère aussi que, comme support dynamique du lien, que le symbole non seulement a une fonction du point de vue duel, de lien entre l'imaginaire, le réel et entre l'imaginaire et le réel, mais il est aussi un lien au niveau du rapport de l'individu au groupe, et qu'il faudrait donc sortir de cette idéologie que l'individu est contre l'individualisme est contre le groupe, ou contre le social, et le social est contre l'individualisme. Donc, à travers ce pacte de chameau, en plus de symbolique en tant que support du lien dynamique entre le réel et l'imaginaire, au niveau individuel, il s'avère aussi comme le support dynamique du lien, je dirais du lien, entre la sphère individuelle et la sphère groupale et sociale. C'est-à-dire en tant que support de l'activité instituante pour la structuration dynamique du commun, pour reprendre la reformulation récente de notre ami aujourd'hui absent Pierre Dardaud, c'est-à-dire en tant que support pour l'émergence du vivre ensemble dans ce monde que nous habitons, qui nous habite, et pour l'élargissement de l'espace de débat et de partage. Le philosophe Jean-Pierre Dupuis, enseignant à l'université de Stanford, aux États-Unis, reprenait récemment dans une chronique ce pacte du chameau pour offrir une piste, une perspective de réflexion sur la profonde perturbation du symbolique qui accompagne en fait la crise et le grave dysfonctionnement économique et financier que vit le monde aujourd'hui. C'est ainsi, rappelle-t-il, que dans la théorie orthodoxe de l'économie, il est question de rapport d'échange déterminé par le calcul de l'équilibre. Un rapport d'équilibre à travers lequel la monnaie ne serait en somme qu'une instance tiers facilitant la circulation des échanges et le partage des marchandises. La monnaie donc, tout comme le chameau symbolique, elle est à la fois transcendante et immanente, et tout comme le 12e chameau de l'allégorie, elle porte le sens d'un manque, car, je cite, ce n'est en fin de compte qu'une reconnaissance de dette portant sur la signature du trésor. Or, à ce jour, qui pourrait contester la place toujours présente de Keynes au fondement des sciences économiques et de la finance? Et n'est-ce pas Keynes qui avait compris déjà, il y a quelques décades, l'importance du symbolique pour rendre le partage et la communauté possible? En effet, Keynes ne faisait-il pas déjà du désir de posséder la monnaie pour elle-même comme étant le mal suprême, comme représentant le mal suprême? Ainsi, si de notre compte allégorique des 3 chameaux, des 3 frères et des 11 chameaux, même s'ils étaient tentés de garder le 12e chameau, ils avaient vite compris que la question se poserait alors à qui alors attribuer son risque de nouveaux conflits et de violence. Ainsi, le chameau symbolique, tout comme la monnaie dans l'économie et la finance, ne pouvait remplir son rôle instituant d'impact social durable qu'à condition que personne ne cherche à se l'approprier pour lui-même et par elle-même en tant que monnaie. En fait, la révolution tunisienne
certains disent révolution, certains disent on n'a pas le droit de parler de révolution. Personnellement, je parle de révolution. En fait, la révolution tunisienne, n'a-t-elle pas constitué un effet de cette crise? Elle est venue parler exprimer au moment où l'on s'y attendait le moins, et là on s'y attendait le moins, ce dysfonctionnement de cette macroéconomie globalisée et gestionnaire, qui, je cite encore, pour plusieurs auteurs de disciplines et de diverses cultures, n'a plus rien à voir qu'une science humaine. La révolution tunisienne et la lame de fond contre-révolutionnaire qui l'accompagne apparaissent révéler que cette crise est si radicale qu'elle ne pouvait qu'entraîner un tournant heuristique. Elle vient nous révéler que les concepts de base, révolution, contre-révolution, démocratie dans sa diversité, démocratie représentative, participative, locale de proximité, etc., la justice sociale, le développement, la sécurité, tous ces concepts-là, et tous ceux auxquels s'adossent nos manières de penser, de rêver, d'expliquer le monde que nous vivons, semblent être fondamentalement ébranlés. Il est évident qu'aujourd'hui, le discours et les mesures sécuritaires, quelles qu'elles soient, ne sauraient nullement suffire pour se positionner en tant que sujet, ou en tant que groupe, ou en tant que société, ou en tant que culture, par rapport à soi-même et en relation avec autrui, plutôt qu'en tant que sujet n'arrivant à se positionner que dans un rapport d'adversité. Et par rapport à une culture supposée adverse, support de l'altérité intraitable. Dans un tel cadre, c'est dans un tel cadre que nous nous proposons et que nous avons proposé l'organisation de cette rencontre, la tenue de cette rencontre. Une rencontre transculturelle et transdisciplinaire, en vue de réactualiser une question déjà vieille, la question posée déjà par Ernest Jones, How can civilization be saved, posée en 1942 dans le sud de la crise, qui avait déjà entraîné un tournant heuristique dans le contexte de la crise économique des années 29-30, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Comment articuler les attentes et les mutations des pays dits du Sud que nous sommes, à la gestation d'une nouvelle définition de l'humain à l'échelle planétaire? Comment la présente crise, impliquant une perturbation du symbolique si profonde, pourrait-elle imposer à chacun de nous, à partir même de nos différents champs disciplinaires et à partir même de nos différents espaces culturels, comment la perturbation du symbolique pourrait nous imposer un travail de culture de telle sorte que cette crise devienne elle-même instituante, créatrice d'une possible piste de réflexion susceptible d'une refondation de l'humain, ceci pour contribuer à rendre à l'homme son aspiration à se réapproprier son histoire et son devenir, notre histoire et notre devenir. Je vous remercie pour votre attention. Le professeur Kemal Kaha, qui est poète en français et en arabe, et en même temps professeur de littérature et linguiste, qui est directeur de la Bibliothèque nationale, qui va nous faire une introduction à ce symposium. Merci. Merci, Scott. Merci, chers amis, chers docteurs Sidi Bouzedi, en rappelant que j'étais poète, ou plutôt littéraire. Tu as donné encore plus de sens à la question que j'allais me poser et nous poser. Qu'allons-nous faire dans cette galère, comme disait Molière. Qu'est-ce qui peut expliquer que des philosophes, des entrepreneurs, des juristes, des sociologues se retrouvent pour partager autour de questions comme comment peut-on réussir la révolution avec grand R, la révolution tunisienne, mais pourquoi pas la révolution tout court. Et quel aura-t-on le savoir et le pouvoir dans ce contexte très particulier de la transition, pour le savoir et le pouvoir dans ce contexte très particulier de la transition démocratique en Tunisie, bien évidemment. Le propos que je vais tenter de développer, plus protocolaire, tentera de mettre en évidence ce socle commun qui consiste en un sentiment d'inquiétude. L'inquiétude légitime quant à l'issue de ce processus en cours en Tunisie, que plusieurs considèrent comme un moment d'un processus plus vaste
et plus ambitieux de sortie, disons, pour simplifier, mais nous y reviendrons, de l'ancien monde. Et la restauration du symbolisme du XIIe siècle. Donc enfin, de nouveau, le partage soit possible, soit réalité. Je voudrais dire que ce sentiment d'inquiétude, se double d'un deuxième sentiment que je vais essayer d'évoquer également dans mon propos, et que je nomme le devoir d'intelligence. Manifestement, ce qui se joue en ce moment en Tunisie et dans le monde mobilise, suscite l'enthousiasme, l'intérêt. Mais la perspective demeure incertaine, floue. Malgré tous les engagements, tout l'investissement humain et scientifique qu'on peut mettre, nous ne savons pas où nous allons. Et cela justement justifie ce que j'appelle le devoir d'intelligence, au sens étymologique du terme. Mieux comprendre, pour mieux expliquer, et pour partager, et mieux comprendre ensemble. Parce que, et en cela le cas tunisien est réellement exemplaire, la conclusion que je vous présenterai peut paraître pessimiste, mais en réalité elle ne l'est pas. Si ce devoir d'intelligence est assumé par les savants, par l'intelligence humaine, je dirais. En effet, en anticipant cette conclusion, je dirais que l'exemplarité du cas tunisien, cette sortie d'une gestion verticale, autoritaire, moniste de l'humain, et cette revendication de dignité qui a été le socle, qui a été à la base même de tout le processus, et que tout le monde dit légitime, dépend de l'issue d'une autre grande crise. La Tunisie ne peut pas réussir ça. Les contradictions économiques, politiques et historiques que vit la Tunisie ne peuvent pas être gérées seulement à partir des données endogènes. Il y a une telle imbrication, il y a une telle globalisation, employons-le, que les contradictions économiques, historiques et politiques dans le plus petit coin de la planète, y compris en Tunisie, est aussi déterminée par le marché des matières premières et par Wall Street. Vous voyez le paradoxe. Tous les Tunisiens vivent en ce moment, là je suis en train de résumer mon propos, et c'est peut-être plus mieux, ce qu'en arabe on appelle les qadr. Également, on peut parler de l'arche. C'est comme si voilà, nous vivons un moment où nous avons l'impression que tout est possible. Que les réformes les plus ambitieuses, les droits légitimes de toutes les régions et de toutes les couches de la société
peuvent avoir un accomplissement, peuvent connaître une issue heureuse. Mais en même temps, nous savons, les politiques savent, ces mêmes politiques qui tiennent un discours optimiste, ouvert, très généreux, savent qu'ils n'ont pas les 4 ans, savent que l'enjeu le plus local est également un enjeu planétaire. Oui, la Tunisie peut réussir cette évolution, à condition que nous ayons tous le courage de nos points de vue respectifs. Philosophe, sociologue, psychiatre, juriste, et littéraire également, et poète, de dire que si nous devons, ou si nous avons les moyens de nous sauver, nous ne pouvons le faire ensemble. Vous pouvez imaginer le poids de cette assertion, ce que j'avance. Nous avons fait quelque chose d'immense que le système, que l'économie mondiale, que la rationalité économique actuelle peut faire avancer en nous renvoyant à des contradictions, à des inerties héritées du système actuel en partie. Est-ce dire que nous sommes en train d'échouer? Non. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un tel potentiel de science, je dirais d'intelligence, non seulement dans cette salle, mais à l'actif de l'humanité, que nous pouvons avoir le courage de poser les questions et d'esquisser des réponses possibles. Il y a des enjeux qui ne peuvent attendre, parce qu'ils déterminent, pour moi en tant que Tunisien, en tant que citoyen tunisien, mais également en tant que citoyen du monde. Je dirais le devenir de cette aspiration légitime d'une humanité enfin réconciliée avec elle-même et avec le monde. Je ne suis pas économiste, mais il me semble que quelque chose est en train de faire boule de neige, de cristalliser, que les économistes n'arrêtent pas d'analyser et même parfois de s'assérer. La rationalité économique semble pervertie par la dénaturation du rapport entre la valeur d'échange et la valeur d'usage des marchandises et des biens. Doublé en quelque sorte, ou littéralement phagocyté par une nouvelle valeur, la valeur de profit. Dans le Capital, Marx pensait que c'est la baisse tendancielle du profit qui causerait la fin du capitalisme. Le déséquilibre progressif flagrant entre la part du travail humain dans la production de la plus-value et l'investissement de plus en plus lourd dans les moyens de production. Dans le contexte, vous
cette pensée s'est développée, cela était probablement légitime. Mais l'inventivité, l'ingéniosité du monde de l'économie a généré une situation très particulière que vous connaissez tous. Il y a eu une telle accumulation des rentes, du capital, et notamment des rentes pétrolières, qu'actuellement, le monde est trop riche, il y a trop d'argent, trop de flux financiers qui ne correspondent plus à des valeurs d'usage et d'utilité identifiables. La logique de cette accumulation cauchemardesque de symboles de la richesse, au nom de la richesse, va générer une nouvelle logique. Désormais, la monnaie n'est pas la contrepartie d'une marchandise qui a une valeur d'usage déterminé. La monnaie est par rapport à elle-même sa propre fin. L'argent ne sert plus à financer des besoins particuliers, mais à croître, à se développer. Nous sommes en présence d'un Léviathan qui, d'une certaine manière, contribue à étouffer justement le chameau symbolique, cher docteur Eugénie. Le devoir d'intelligence est aussi un devoir au sens éthique du terme. Il faut que l'on dise, cela se dit, mais apparemment, cela n'est pas suffisant, que cette perversion, ce pervertissement de la rationalité économique fait courir à la petite Tunisie, mais également au monde, un risque que je dirais mortel. Ce devoir d'intelligence que je nous appelle tous. Et en tant que poète, en fait, il me semble que une réflexion de fond est à entreprendre pour mieux comprendre et mieux expliquer ce que j'appellerais la naissance de l'homo aestheticus, de l'homme esthétique, à partir de l'homo aeconomicus, de l'homme économique. Parce que l'esthétique est aussi la posture esthétique ou la relation esthétique. Est une relation qui traite, au sens chimique, mais également psychanalytique du terme, l'instinct de prédation qui est à la base de la relation économique, mais parfois même de la relation du savoir à la connaissance. Il faut que les savants traitent l'appétit de connaissance, la libido chaîne, qui est aussi une libido dominante, pour restituer à la relation à l'intelligence, au savoir,
à esthétique comme acceptation de sa propre finitude, comme acceptation de la relation à l'autre comme relation de consentement et de partage, pas nécessairement et surtout pas sous forme de renoncement ou de frustration. En cela, l'intelligence est esthétique, ou comporte une dimension esthétique, euphorique. Cela sera-t-il suffisant pour nous aider à réussir la révolution? Oui, je pense. Surtout si toutes ces femmes et tous ces hommes de bonne volonté, ces spécialistes du droit, de l'affect, du social, célèbrent nos humanités respectives sous forme de connaissances et de partage. Évidemment, je n'ai pas lu le petit laïus que j'ai préparé et dans lequel je voulais dire toute mon admiration à Dr. Sadir Chehli. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. En fait, comme après le propos de Sofiane, c'est-à-dire, j'ai vu que j'allais improviser, j'ai oublié une partie de ce que j'allais dire à la question que je posais, pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là, certes, devant l'intelligence, mais surtout par-delà de se dire que c'est lui qui nous a réunis, lui et j'allais dire ses compagnons de route. Le professeur Sofiane, président de l'association tunisienne de psychiatrie d'exercice privé, mais également Gilles Bilou et son ami de toujours, Youssef Samir. En fait, l'argument, c'est eux qui dit tout et qui introduit encore mieux que je ne l'ai fait le programme. Également, je ne veux pas, écrit en tout cas éludiant quand ce sera publié, ne pas dire la dette que nous avons vis-à-vis de Monsieur le ministre de la Santé, qui dès le départ a parrainé la manifestation, l'a soutenu, il devait être avec nous, mais un conseil des ministres de dernière minute nous prive de sa présence, mais nous le verrons, je pense. Ici, midi, voilà, vers midi. Il nous a demandé de considérer, si nous pouvions considérer toute la matinée comme une séance d'ouverture. Voilà. En tout cas, je peux vous assurer que de sa part, ce n'était ni complaisance, ni calcul politique. C'était tout d'abord un pari sur Sadir, qui le mérite, et un pari sur le plan sur la Je dirais également toute l'amitié et l'admiration que nous devons au professeur Mourad Sahli, le ministre de la Culture, qui également, en tant que ministre de la Culture, soutient la manifestation, et à nos partenaires de toujours, je vais dire. Je ne sais pas si Rosa Salem Blanco est toujours avec nous, elle me dit elle est là, donc je la salue. Bon, elle a toujours soutenu la Bibliothèque nationale, mais cette fois exceptionnelle, tout particulièrement, parce que l'Institut français de Tunisie a financé l'étude, même des collègues qui viennent d'autres continents et d'autres pays que la France. Un grand merci. Mais là aussi, je pense que investir dans l'intelligence, c'est investir intelligent. Parier sur ce que l'intelligence peut apporter lorsque, si on colle à la réalité historique immédiate, on a l'impression que la fin du monde c'est pas là. L'apocalypse est imminente. Non, elle n'est pas imminente. Je dirais, en pastichant le
titre d'une pièce célèbre de Jean Giraudoux, La guerre de Troie dans la pâture. Bon, lui avait écrit la pièce au moment où la guerre de Troie avait déjà eu lieu, mais nous devons dire, nous devons tous le dire et le répéter, la guerre de Troie dans la pâture. Il y a moyen de trouver une solution à ces problèmes, à ces verrous qui ferment pour l'instant, qui bloquent et l'horizon des petites révolutions locales et une sortie de cette rationalité économique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Bon, je voulais également, mais je ne ferai que l'indiquer pour ne pas faire long. Dr. Jedid, j'espère, ne m'en voudra pas. Et je vois que je vous ai épargné des choses encore plus longues et plus fastidieuses. En fait, ce symposium est né dans le prolongement d'une autre rencontre organisée ici même à l'UNED. C'était le 13 décembre 2013, la présentation du livre du docteur Sadir Jedid Ernst par, maintenant je vais dire, l'ami de la Bibliothèque nationale, Gilles Dubout, mais également par les professeurs Soufiane Zrebi et Oussef Sedek. C'est à l'issue de ce... Et c'est après de ça. D'ailleurs, c'était le débat avec ces emprunts de l'universel qui avait suscité ce besoin de partage et ce pari sur le rôle de la science et de l'intelligence dans le traitement de la transe qui traverse et qui agite le corps d'une humanité qui ne sombrera pas, j'en suis sûr. Merci à tous. Merci d'être là. Merci.